Saint-Pétersbourg, 6 heures du matin. Nous avons rendez-vous avec Andrei Zykov, un ancien policier. Cet homme, aujourd'hui retraité, a fait de la lutte anticorruption son cheval de bataille. Bonjour. Avec lui, nous partons à la recherche de ce qui serait la luxueuse demeure du président russe Vladimir Poutine. Nous roulons plein nord en direction de la frontière finlandaise. C'est ici, entre mer et forêt, sur une presqu'île isolée, que la villa se cacherait. Après 3 heures de route, nous semblons approcher du but. Les maisons luxueuses se succèdent, les clôtures les mettent à l'abri des curieux. Selon nos informations, la villa du président russe se trouverait sur la commune de Lodochny, mais bizarrement, personne ne semble pouvoir nous indiquer le chemin. Bonjour. Lodochny, c'est loin? Ah, vous ne savez pas. On cherche la maison de Poutine. Vers Vyborg, vous verrez le panneau Zimino. C'est à 30 km, la route est goudronnée. Merci. Nous trouvons finalement le chemin d'accès. La nuit est tombée. La route est bonne ici. Nous nous rapprochons. D'après ce qu'on voit, l'endroit est très beau. Assez pour qu'un président vienne y séjourner et s'y faire une base de repos. Regardez la clôture qu'ils ont installée alors qu'il n'y a rien autour. Tout est fermé. Voilà, ça doit être là. Impossible d'aller plus loin. Qu'est-ce qui se cache derrière cette barrière ? Ce vaste complexe résidentiel que l'opposition russe a réussi à filmer avec un drone. Une maison de 3000 m², un héliport, une maison de 1500 m² pour les invités et au meilleur endroit, bien caché, la maison du maître des lieux. Les aménagements sont à la hauteur du standing présidentiel. Une vaste piscine intérieure, un salon luxueux avec billard et ce bureau dominé par le symbole du pouvoir en Russie, l'aigle à 2 têtes. Au total, plus de 48 hectares qui seraient désormais réservés à l'usage unique du maître de la Russie. Depuis son accession à la tête du Kremlin le 1er janvier 2000, Vladimir Poutine multiplie les signes extérieurs de richesse. Hurrah! Comme ces dizaines de montres de luxe qu'il collectionne, certaines valent jusqu'à 450 000 francs. Mais il y aurait aussi ce yacht à plus de 30 millions ou encore ce gigantesque palais estimé à plus d'1 milliard de francs. Comment le président russe, qui gagne un peu moins de 200 000 francs par an et n'a fait carrière que dans la fonction publique russe, peut-il avoir un tel train de vie ? Il a passé les 17 dernières années de sa vie à accumuler une énorme masse d'argent. Pour moi, il possède 200 milliards de dollars. Comment aurait-il pu acquérir une telle fortune ? Quand vous regardez l'entourage de Poutine, ses amis de toujours, ils ont fait tellement d'argent. C'est impossible de gagner autant avec des investissements honnêtes. Impossible. Jusqu'où le président russe serait-il prêt à aller pour garder le pouvoir et protéger ses intérêts ? Alexandre était trop bien informé et ce n'était pas bon pour Poutine. Il n'allait pas se taire. Poutine l'avait bien compris. Enquête au cœur du tsar système. Tout commence à Saint-Pétersbourg, la 2e ville de Russie. C'est ici que naît Vladimir Vladimirovitch Poutine en 1952 dans une famille ouvrière. À l'âge de 18 ans, il intègre le KGB. Il y fait carrière. 2 décennies plus tard, en 1991, le système soviétique s'effondre.
Le maire de Saint-Pétersbourg lui propose alors de devenir son adjoint. Vladimir Poutine quitte le KGB et aurait alors immédiatement imposé sa façon de fonctionner, la corruption. Dans le sud de l'Allemagne, en Bavière, vit un homme qui aurait bien connu ce système, Franz Sedlmayr. Au début des années 90, il monte à Saint-Pétersbourg une société de sécurité qui forme la police locale et la fournit en équipement. Un contrat signé sous le patronage de Vladimir Poutine. Très vite, des policiers tentent de l'exproprier. Des types sont venus me voir 6 mois après le démarrage de l'entreprise. Ils ont dit qu'ils avaient des projets pour nous, comme par exemple changer les managers de la boîte. L'idée en fait, c'était de remplacer mes hommes par leurs hommes. J'ai répondu que tant que je serais le président de la compagnie, ce ne serait pas possible. On était partenaires, mais c'est moi le patron, qui décidait qui travaillait ou pas dans la boîte. Et comment expliquez-vous que la police essaie de vous exproprier? Notre compagnie marchait bien et ils espéraient mettre la main dessus. Franz Sedlmayr prend alors rendez-vous avec l'adjoint au maire de la ville, Vladimir Poutine. Je suis allé voir M. Poutine et sa réaction a été inattendue. Il m'a répondu que ce n'était pas son problème, ni celui de la ville. Il a dit qu'il ne voulait pas interférer dans une dispute entre des partenaires de business. J'ai dit « Ok, et pourquoi ça ?» Et il a clairement répondu qu'il avait assez de travail à faire pour protéger les intérêts du maire vis-à-vis de l'administration. J'ai alors compris que des relations de travail bien particulières existaient dans cette ville, pas aussi normales qu'ailleurs, disons-le comme ça. Vladimir Poutine aurait alors expliqué au jeune entrepreneur Franz Sedlmayr le prix à payer pour rester propriétaire de sa société. Nous devions tisser des liens avec les politiques pour pouvoir survivre sur ce marché, pour pouvoir investir. Et pour cela, il fallait que je cultive ma relation avec Vladimir Poutine. Et qu'est-ce que vous avez fait alors? Eh bien, je lui dis que nous n'étions pas les ennemis de la ville, que nous étions amis et que nous étions prêts à contribuer au budget de la ville. C'est ce que nous avons fait. Nous avons décidé que nous devions sponsoriser une équipe pour les Goodwill Games. Alors, nous avons fait une donation de plus d'1 million de dollars à la ville de Saint-Pétersbourg. Malgré sa bonne volonté, Franz Sedlmayr a finalement été exproprié et a dû quitter la Russie. Depuis, il est en procès avec l'État russe pour se faire indemniser. Vladimir Poutine, lui, n'aurait pas seulement forcé les entreprises à donner de l'argent. Le système de corruption qu'il aurait mis en place à Saint-Pétersbourg se serait également développé au détriment de la population. En 1991, Saint-Pétersbourg, toujours sous le choc de la chute du mur, meurt de faim. Vladimir Poutine est alors chargé d'approvisionner la ville en nourriture. Pour remplir les magasins, un système d'échange se met en place avec les pays étrangers. Des matières premières comme le pétrole ou le bois contre de la nourriture. Problème, les matières premières quittent le pays, mais la nourriture, elle, n'arrive pas. Andrei Korchagin est un ancien élu de Saint-Pétersbourg. Nous le rencontrons à Londres, où il a obtenu le statut de réfugié politique. En 1991, alertés par les dysfonctionnements, des députés d'opposition montent une commission d'enquête parlementaire et découvrent un système de fraude. Les matières premières ne sont pas échangées, mais vendues. Les députés cherchent à savoir à qui profite le crime. Ça, c'est une copie des informations rassemblées par la commission d'enquête parlementaire. Quand les députés locaux ont enquêté sur les machinations mises en place. Ce qu'il ressort des réponses apportées aux questions de la commission, c'est la mise en place d'un système de fraude.
et le fait que quelqu'un s'est enrichi considérablement en l'organisant. Les députés ont accusé Poutine de machinations illégales, portant sur des centaines de millions de dollars. C'était des sommes énormes. La commission estime alors le montant des sommes fraudées à 900 millions de francs. Ses conclusions sont sans appel. L'analyse comparée des prix indiqués dans l'accord témoigne du caractère criminel des conditions de cet accord. Vladimir Poutine refuse de présenter tout un ensemble de documents dans l'intention de cacher la vérité sur la situation des affaires. Quelle est l'implication réelle de Vladimir Poutine dans cette fraude? L'a-t-il couverte ou l'a-t-il organisée? Un document joint à l'enquête des députés prouve que Vladimir Poutine est directement impliqué. C'est cette licence d'exportation de bois qu'il a lui-même signée alors qu'il n'en avait ni le droit ni le pouvoir. On voit bien que c'est le camarade Poutine qui a autorisé ce marché. On voit sa signature et son nom ici. Il l'a fait souvent et avec plaisir. Car à cette époque, obtenir la signature d'une personne aussi importante sur le moindre papier, c'était absolument impossible sans payer. Et dans ce genre de cas, il y avait toujours des enveloppes et même des valises pleines d'argent qui circulaient. Car pour ce type de service, il fallait payer en cash. L'enquête parlementaire est transmise à Moscou. L'administration accuse réception et demande officiellement que Vladimir Poutine soit écarté. Il doit être démis de ses fonctions et ne doit plus se voir confier de responsabilités publiques. Cette recommandation reste sans suite. Vladimir Poutine reste maire adjoint de Saint-Pétersbourg. Commettre un crime pareil n'est possible qu'avec le soutien du sommet de l'État. Et les gens qui ont commis cela, dont le camarade Poutine, avaient compris qu'ils avaient du soutien et que toutes ces affaires seraient couvertes. L'affaire transmise à la justice est enterrée, mais elle a attisé la curiosité de la police locale. Au début des années 90, Andrei Zykov est inspecteur à la brigade financière de Saint-Pétersbourg. Avec 3 de ses collègues, il commence à enquêter discrètement sur Vladimir Poutine. Ça, c'est ma carte de policier. Inspecteur en chef au département des affaires économiques et de la corruption. Dans cette enquête particulière, les policiers sont soutenus par le ministère de l'Intérieur russe qui leur fournit un statut à part. Et voici ma carte quand nous enquêtions sur Vladimir Poutine. On nous a donné cette carte spéciale pour qu'on ne nous pose pas de questions. Car si l'on avait dit que l'on enquêtait sur lui, notre équipe aurait été dissoute en 24 heures. Après 8 années d'investigation, les enquêteurs accusent Vladimir Poutine d'avoir mis en place un système criminel. Et qu'est-ce que vous avez trouvé sur Vladimir Poutine? Qu'avons-nous trouvé? Une société du crime. On a trouvé que pratiquement toute la mairie de Saint-Pétersbourg était en réalité une société criminelle. En particulier, la partie dirigée par Vladimir Poutine. Il y avait un système de pots de vin payés en appartements. Et pour faire fonctionner le système, ils avaient créé une société qui permettait de corrompre beaucoup de monde. Les chefs des gouvernements locaux, les procureurs, les juges. En 1999, Andrei Zykov est licencié de la police de Saint-Pétersbourg. L'enquête est abandonnée. Ce que les policiers avaient également découvert, c'est que pour asseoir son emprise sur la ville et s'enrichir, Vladimir Poutine aurait aussi collaboré avec la mafia. Dans le Saint-Pétersbourg des années 90, le chef de la mafia s'appelle Gennady Petrov. L'homme est incontournable, tous ceux qui souhaitent faire des affaires passent par lui. Petrov possède un atout de taille, il travaillerait main dans la main avec le maire adjoint, Vladimir Poutine. C'est ce que va nous raconter Kinichi Kamias. Nous allons en Suède pour rencontrer cet ancien Yakuza. Pour la première fois, ce membre du crime organisé japonais, aujourd'hui repenti, accepte de témoigner. À l'époque, l'homme est dans le business des jeux d'argent. Il est à Saint-Pétersbourg pour développer des casinos. Nous sommes en octobre 1992.
Parmi ses associés russes, Gennady Petrov, le chef de la mafia locale, et son adjoint Sergueï Kouzmine. Là, c'est moi, Kinishi. Là, c'est Sergueï. Et là, c'est Gennady. J'ai tout de suite vu que ce n'étaient pas des gens normaux. Ils avaient leur propre hôtel et des gardes du corps équipés comme des militaires, avec des mitraillettes pour se protéger. Ils venaient me chercher eux-mêmes à l'aéroport et parfois même avec un bus. Moi, je demandais « Pourquoi un bus ?» Et Gennady me disait « Parce que dans cette ville, je contrôle aussi tout ce qui touche au transport. » Gennady Petrov semble alors contrôler de nombreux business. Et quelles étaient leurs relations avec les autorités? De ce que je comprenais, il contrôlait tout. Il pouvait donc avoir toutes les autorisations. Le chef de la mafia aurait ainsi expliqué à Kinishi Kamias que le véritable maître du jeu serait en réalité le maire adjoint de la ville, Vladimir Poutine. C'est notamment lui qui autorise l'ouverture de casinos. Ils m'ont expliqué, enfin Gennady m'a dit, que les autorisations venaient de Poutine. J'étais surpris. Je me demandais pourquoi il contrôlait aussi les casinos. Peut-être qu'il voulait faire du business. Et Kinishi Kamias comprend qu'entre Vladimir Poutine et Gennady Petrov, il y aurait plus que des relations d'affaires. Ce que je comprends, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils sont amis. Donc ils étaient les amis de Poutine. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Nous sommes alors en 1992. Vladimir Poutine, ancien du KGB, protégé du maire, règne en maître sur Saint-Pétersbourg. En 1996, le président Boris Eltsine lui demande de le rejoindre à Moscou. Très vite, Vladimir Poutine devient un homme clé du Kremlin. Et 2 ans plus tard, il est nommé directeur du FSB, le nouveau nom du KGB. Son rôle, protéger Boris Eltsine et sa famille, publiquement accusés de corruption. Pour moi, le retour dans les organes de sécurité, c'est le retour dans ma chère maison. Le 31 décembre 1999, acculé, Boris Eltsine démissionne et nomme Vladimir Poutine président par intérim. Chers compatriotes, je viens de recevoir la charge de chef de l'État. Le jour même, le nouveau maître du Kremlin signe son premier décret, une immunité totale pour Boris Eltsine et sa famille. Le président quittant son poste ne peut faire l'objet d'une enquête administrative ou d'une enquête judiciaire. Il ne peut être ni retenu ni arrêté. Signé Vladimir Poutine. Le règne de Vladimir Vladimirovitch Poutine vient de commencer. En aurait-il profité pour entretenir ses relations et continuer à faire du business? Officiellement, le président Poutine est un chantre de la lutte anticorruption. Aujourd'hui, nous étudions la question du perfectionnement de notre système anticorruption. Désormais, nos lois et nos pratiques anticorruption sont au niveau des standards internationaux. Mais à en croire Sergueï Kolesnikov, ce ne serait qu'une façade. En 2010, cet homme d'affaires russe a précipitamment dû quitter Moscou. J'ai appris grâce à des amis qu'un proche de Poutine avait décidé de mettre de la drogue dans ma voiture pour me faire envoyer en prison. Et qu'est-ce que vous avez décidé de faire alors à ce moment-là? Cela a été très simple. J'ai pris mon portefeuille, je suis monté dans un avion et je suis parti. Nous sommes à Vilnius, la capitale de la Lituanie. Ici, Kolesnikov se sent en sécurité. Dans sa chambre d'hôtel, il nous fait écouter un enregistrement réalisé au cours d'une réunion avec ses associés. Une des dernières. C'était en 2009, à Saint-Pétersbourg. Il dirigeait alors une entreprise de matériel médical aux résultats florissants.
C'était une réunion de travail. On était tous les trois avec mes associés. On analysait les résultats financiers de l'entreprise. Selon Sergueï Kolesnikov, l'entreprise comptait un actionnaire caché, Vladimir Poutine. Grâce à lui, l'entreprise aurait reçu de nombreuses commandes publiques, avec à la clé des bénéfices conséquents réclamés par un certain Mikhail Ivanovitch. De quel argent parle-t-on? Notre argent ou celui de Mikhail Ivanovitch? Mikhail Ivanovitch. L'argent de Mikhail Ivanovitch, c'est près de 440 millions de dollars. Ça, c'est son argent. Qui est Mikhail Ivanovitch? Mikhail Ivanovitch, ce surnom pour nous, c'est Vladimir Poutine. Pourquoi un surnom? Pour que nous puissions parler sans citer un nom connu publiquement, pour être plus libre de discuter aussi, et surtout pour ne pas attirer l'attention sur nos discussions. Ce jour-là, les associés de Sergueï Kolesnikov auraient acté le versement de l'ensemble des bénéfices, plus de 500 millions de francs à leur actionnaire caché, Vladimir Poutine. Un versement illégal. La fonction publique présidentielle de Vladimir Poutine l'empêche de toucher de l'argent d'une entreprise privée. Selon Sergueï Kolesnikov, Vladimir Poutine aurait utilisé cet argent pour construire ce gigantesque palais au bord de la mer Noire. Valeur totale, pas loin d'1 milliard de francs. Un palais qui n'apparaît pas sur la dernière déclaration de patrimoine officiel de Vladimir Poutine, en date d'avril 2016. Le président russe ne déclare que 170 000 francs de revenus par an, et pour tout bien, un terrain de 1500 mètres carrés, un appartement de 77 mètres carrés, un garage et 2 vieilles voitures. Sergueï Kolesnikov a déjà accusé publiquement à plusieurs reprises Vladimir Poutine d'enrichissement illégal. Il n'a jamais été attaqué en justice. Vladimir Poutine, président, n'aurait donc pas coupé avec ses anciennes pratiques. Qu'en est-il de ses anciennes relations, particulièrement avec Gennady Petrov, le chef de la mafia de Saint-Pétersbourg? Le 14 juin 2008, Petrov et ses proches sont arrêtés en Espagne. La police vient le chercher dans cette immense villa qu'il avait faite construire avec vue plongeante sur la mer. Pablo Munoz est journaliste d'investigation espagnol. Il a couvert cette arrestation. C'est une construction vraiment magnifique. La superficie est énorme. Il y a des centaines de mètres carrés et l'emplacement est exceptionnel. C'est la maison d'un seigneur, d'un numéro 1. Gennady Petrov faisait étalage de sa puissance. C'est une maison typique des manias russes qui ont beaucoup d'argent. Il suffit de voir les colonnes. Ils ne veulent pas seulement avoir de l'argent, ils veulent que cela se sache. Train de vie fastueux, mais aucun revenu déclaré. En 2007, la justice espagnole commence à s'intéresser au chef mafieux. Il est mis sur écoute et sous surveillance. Regardez dans cet arbre. Les enquêteurs y avaient placé une petite maison pour les oiseaux. Dedans, en réalité, il y avait une caméra de surveillance qui enregistrait les allées et venues de Petrov et de sa famille. Les policiers ont surnommé la caméra le nid du coucou. Petrov n'a jamais su qu'il faisait l'objet d'une enquête. Parmi les procureurs à l'initiative de cette enquête, José Grinda. Dans les écoutes téléphoniques qu'il a ordonnées, il découvre stupéfait l'ampleur des liens entre la mafia russe et le gouvernement de Vladimir Poutine. Pour la première fois, il accepte d'en parler devant une caméra. Qu'est-ce qui vous a surpris au départ dans les écoutes?
Monsieur Petrov parle fréquemment avec certains hommes politiques et certains fonctionnaires. Il y a des conversations dans lesquelles ils évoquent les intérêts de Petrov en Russie. Et de notre point de vue, à nous, la justice espagnole, ils parlent sur un ton qui n'est pas un ton amical, mais plutôt un ton pour obtenir quelque chose, pour influencer ces personnalités publiques. C'est ce que l'on appelle du trafic d'influence. Un trafic d'influence qui a notamment lieu entre le chef de la mafia Gennady Petrov et Tolik, autrement dit Anatoly Serdyukov, le ministre de la Défense de Poutine. C'était une relation très intime. Ce n'est pas comme s'ils se connaissaient à peine. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que Petrov entretenait une relation de supériorité hiérarchique vis-à-vis de Serdyukov. Enfin, peut-être pas hiérarchique, mais en tout cas de supériorité. Dans les conversations, dans la façon de parler, on l'entendait clairement. Serdyukov était en dessous de Petrov. Des liens avérés entre le chef mafieux Gennady Petrov et un ministre proche de Vladimir Poutine, donc. Mais celui-ci pourrait aussi figurer en personne dans les conversations enregistrées grâce à un surnom qui revient régulièrement dans les écoutes, celui de premier, comme dans cette discussion entre Gennady Petrov et son fils Anton, où le premier semble avoir la main sur tous les types de business. Le 26 novembre 2007, à 9h06, Anton Petrov appelle son père Gennady. Gennady Petrov lui explique qu'il a vu le premier au sujet des avions. Le premier est prêt à aider, à la fois sur le dossier des avions, mais aussi sur les terres et le business de l'électricité. Quand nous lui demandons qui se cache derrière ce surnom, le procureur botte en touche. Qui se cache derrière le surnom le premier? Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Mais il tient à nous montrer rapidement ce document manuscrit. Je crois qu'il a été trouvé au domicile d'un avocat de Petrov, qui est lui aussi sur le banc des accusés. Là, il est écrit, pour M. Poutine, un terrain sur Malaga, pas acheté, population russe, on ne sait pas ce que cela veut dire. Selon nos informations, les enquêteurs auraient la conviction que c'est bien Vladimir Poutine qui se cacherait derrière le surnom de premier utilisé par Gennady Petrov. Relâché par l'Espagne, dans l'attente de son procès, le chef mafieux vit aujourd'hui tranquillement en Russie, protégé par le gouvernement russe qui refuse de l'extrader. Ce trafic d'influence, d'autres en auraient été témoins au plus haut niveau. Roman Milov a été ministre adjoint de l'économie de Vladimir Poutine de 2000 à 2002. Selon lui, sous l'influence du maître du Kremlin, la Russie s'est transformée en kleptocratie. Il a établi un contrôle total des biens et des revenus dans les industries principales, à savoir le gaz, l'électricité, le pétrole. Il le fait avec les gens de son cercle proche et d'autres dont on dit qu'ils sont connectés avec le crime organisé de Saint-Pétersbourg. Pour moi, faire cela, c'est du crime organisé en soi, car c'est criminel pour des bureaucrates de pouvoir contrôler le cash flow. Les amis reçoivent tous les contrats d'État et les financements, et ils inventent même des projets spéciaux absolument inutiles. Peut-on dire que Poutine est le parrain? Absolument, il contrôle tout personnellement. Ainsi, depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, ses plus proches amis, surnommés la bande de Saint-Pétersbourg, ont été récompensés.
Comme son conseiller juridique à la mairie de Saint-Pétersbourg, Dimitri Medvedev, devenu Premier ministre et même président de Russie pendant quelques années. Ou son secrétaire à la mairie, devenu patron de Rosneft, la plus grande entreprise pétrolière russe. Il y a aussi les frères Arkady et Boris Rothenberg, amis de judo de Saint-Pétersbourg, bénéficiaires de nombreuses commandes d'État et aujourd'hui multimilliardaires. Ce vieil ami, devenu président de Rossia, la banque de l'élite. Nikolai Chamalov, ancien collègue du KGB, en est lui devenu l'actionnaire principal. Quant à son fils, Kirill Chamalov, il a lui été promu plus jeune milliardaire de Russie en devenant miraculeusement actionnaire de la compagnie pétrolière russe Sibour, juste après son mariage avec Ekaterina, la fille aînée de Vladimir Poutine. Un gendre milliardaire qui servirait de prête-nom à Vladimir Poutine pour mettre à l'abri une partie de son patrimoine. Souvenez-vous, la demeure de luxe au bord du golfe de Finlande. Officiellement, le propriétaire du domaine, c'est Sibour, la compagnie de gaz détenue par Kirill Chamalov. Un gendre accommodant que l'on retrouverait derrière d'autres biens de luxe qui appartiendraient en réalité au président russe. Biarritz, dans le sud de la France. Au-dessus de la plage, chambre d'amour perchée sur la falaise, une des plus belles villas de la côte. 300 mètres carrés, 2000 mètres carrés de terrain. Elle est estimée aux alentours de 5 millions de francs. Pierre Haffner est militant anticorruption. Cette maison, il s'y intéresse depuis sa revente à des Russes il y a une dizaine d'années. La terrasse là, d'après les voisins, a été faite lorsqu'ils sont arrivés. Et comme vous voyez, il y a un mât métallique et c'est une grande voile qui se déploie. C'est pour qu'ils puissent se bronzer sans être vus par les voisins. Il y a les buissons, des arbres et ensuite les palmiers. Donc c'est les gens qui cherchent à se protéger. Un propriétaire qui se cache de la vue des voisins et qui dissimule son identité. Il n'y a pas de nom sur la boîte aux lettres et il n'y a pas de numéro. Également ici, il n'y a rien d'inscrit. Les volets sont fermés. La villa n'est pas habitée pour le moment. Pour découvrir l'identité du propriétaire, l'homme a mené son enquête. J'ai rencontré des artisans qui sont venus travailler ici. L'homme, il m'a dit, mais j'ai travaillé pour Poutine ici. Et il m'a dit, ils m'ont payé tout en liquide. Et vous ne trouverez rien sous le nom de Vladimir Poutine. Rien sous le nom de Vladimir Poutine. Mais sur les documents fournis par l'État français, le propriétaire de cette villa est Kirill Chamalov, le gendre du président russe. Et ce n'est pas le seul proche de Vladimir Poutine qui servirait de prête-nom au maître du Kremlin. Panama Papers. Panama Papers. En avril 2016, éclate le plus grand scandale financier des dernières années, les Panama Papers. Plus de 11 millions de documents confidentiels issus du cabinet d'affaires panaméen Mossack Fonseca. Tous racontent la même chose, la création de comptes offshore dans des paradis fiscaux, avec un but, blanchir l'argent de la fraude fiscale ou de la corruption. Au banc des accusés, Sergueï Roldouguine, l'un des plus célèbres musiciens russes, mais aussi parrain de la seconde fille de Vladimir Poutine et son meilleur ami depuis l'enfance. Sa signature figure sur des documents ayant permis de cacher plus de 2 milliards de dollars au Panama. S'agit-il de sa fortune personnelle ou aurait-il accepté de dissimuler l'argent de son ami d'enfance, Vladimir Poutine ? À Saint-Pétersbourg, Sergueï Roldouguine vient régulièrement jouer à la Philharmonie. L'homme y est connu pour sa modestie. Ilya Tcherkassov est le directeur de l'établissement. Pour lui, le musicien n'aurait rien d'un homme richissime. C'est un homme qui ne me semble pas intéressé par l'argent. C'est un homme, disons-le comme cela, qui ne se comporte et ne vit pas comme quelqu'un qui aurait 2 milliards de dollars.
Quand il vient à la Philharmonie, il conduit lui-même sa voiture et me demande à l'avance par téléphone de lui réserver une place de parking si cela est possible. Un milliardaire se comporte autrement. En revanche, Ilya Tcherkassov a été le témoin direct de l'amitié qui lie Sergueï Roldouguine à Vladimir Poutine. Il était et reste un ami de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Je les ai vus ensemble une fois, il y a 4 ans, à la Philharmonie, lors d'une cérémonie en l'honneur d'un musicien. Ils y étaient invités tous les deux. Je les ai vus, ils ont passé du temps ensemble lors de cette soirée. Et oui, on voyait bien que c'était des proches. Poutine aurait-il utilisé l'amitié qui le lie aux musiciens pour s'en servir de prête-nom et ainsi cacher sa fortune personnelle? Nous tentons de joindre Sergueï Roldouguine. Bonjour madame, je suis journaliste de la télévision française. Serait-il possible de parler à Sergueï Pavlovitch Roldouguine, s'il vous plaît? C'est pas le bon numéro. C'est la réponse systématiquement faite aux journalistes étrangers. Mais devant les journalistes russes, sur la première chaîne nationale, l'homme a tenté de justifier l'origine des 2 milliards de francs. L'argent vient des dons à but éducatif obtenus auprès de mécènes. L'apprentissage de la musique est très cher et très individualisé. La prise en charge des musiciens coûte très cher. Alors je demande de l'argent à mes amis et je finis sans doute par les énerver à force de leur demander de participer financièrement à mes projets. Mais ça ne marche pas si mal. Et à l'en croire, il n'aurait aucun problème à justifier l'utilisation des fonds. Les sommes qui sont à moi, je sais où ça va. Je peux montrer les instruments que j'achète. L'instrument numéro 1, l'instrument numéro 2, ou encore les 4 pianos que je viens d'envoyer à Sotchi dans une école de musique. Cette version des faits, les journalistes d'investigation russes qui ont travaillé sur les Panama Papers n'y croient pas. À Moscou, nous retrouvons Roman Chlenov au siège de Novaya Gazeta, un des derniers journaux russes indépendants. Pour lui, l'explication musicale sonne faux. En réalité, cette réponse n'est pas sérieuse du tout. 2 milliards de dollars ne correspondent pas aux quelques instruments qu'il rapportait en Russie depuis l'étranger. Avec 2 milliards, il aurait inondé le pays d'instruments de musique. Et il ne voit qu'un seul bénéficiaire possible. La question qui se pose, c'est qui a précisément la main sur cet argent? Et qui a besoin de Roldouguine pour se cacher et ne pas montrer que cet argent est à lui? La première idée qui vient à l'esprit, c'est le président russe. Bien sûr, c'est très dur de le prouver. C'est un ancien des services. Il ne doit pas figurer sur les documents. Un fonctionnaire russe intelligent ne laisse jamais sa signature sur le moindre dossier. Pour ce genre de choses, il fait appel à une personne de confiance, un ami, un proche ou quelqu'un de la famille. Il reste tout de même une question. Dans quel but Poutine cherche-t-il à accumuler autant d'argent? Je ne sais pas pourquoi un homme voudrait contrôler toutes ses ressources financières. On ne sait pas à quoi c'est destiné au final, et on ne connaît pas non plus le rôle exact que joue son entourage dans l'utilisation de cet argent. Cette question, nous l'avons posée au maître du Kremlin comme une trentaine d'autres. Êtes-vous le bénéficiaire final de l'argent des Panama Papers? Avez-vous demandé à M. Roldouguine de signer pour vous des documents? Quelle est la destination de l'argent? Sans réponse. Nous devons donc nous contenter de la version donnée par Vladimir Poutine sur la chaîne pro-gouvernementale Russia Today en avril 2016. Selon le président russe, Sergueï Roldouguine est un homme honnête, tout comme lui. Plus il y aura de gens comme lui, mieux ce sera.
Je suis fier d'être son ami. Ils ont inventé ce qu'ils appellent une information en disant « Il y a un ami du président russe qui est impliqué, donc cela doit avoir un rapport avec la corruption. » Mais quelle corruption? Il n'y a aucune corruption. Rien à cacher donc. Pourtant, depuis plusieurs années, dès qu'une personne s'apprête à montrer les preuves de la corruption de Vladimir Poutine, du gouvernement russe ou des oligarques, le Kremlin n'hésiterait pas à la menacer, voire la sacrifier. La menace de mort. Pourriez-vous vous asseoir? L'homme d'affaires britannique William Browder vit avec en permanence. Bonsoir à tous. Ce soir-là, à Londres, il organise une cérémonie d'hommage à Sergueï Magnitsky. Sergueï Magnitsky était mon avocat. Il a été tué car son crime était d'avoir démontré la corruption du système Poutine. Quand j'ai eu la nouvelle de sa mort, le 17 novembre 2009 au matin, j'ai eu le cœur brisé et cela a changé ma vie. En 2009, après 2 années d'enquête, Sergueï Magnitsky vient de prouver que des hauts responsables russes ont volé 250 millions de dollars lors de l'expropriation illégale de son patron William Browder. Il informe la justice russe de ses découvertes. La réplique est immédiate, l'homme est arrêté pour fraude fiscale et emprisonné. Il a été arrêté et mis en détention préventive, puis torturé pour qu'il retire son témoignage contre les membres du gouvernement. Il était enfermé dans une cellule sans chauffage et sans fenêtre. En décembre à Moscou, où il fait froid à mourir. Il a été plus résistant qu'il ne le pensait. Et il a refusé de signer une confession et de se parjurer. Il a été battu à mort de nuit par 8 gardes. Il avait 37 ans, une femme et 2 enfants. Pour comprendre pourquoi son avocat gênait tant les autorités russes, William Browder se lance dans une enquête avec un but: retrouver les 250 millions de dollars volés grâce à l'expropriation. Au bout de 7 ans, se dessine enfin le circuit de l'argent au travers de dizaines de sociétés offshore jusqu'à l'un des bénéficiaires, Sergueï Roldugin, le meilleur ami de Vladimir Poutine. C'est le flux d'argent que Sergueï a découvert et la raison pour laquelle il a été tué. L'argent passe par des banques russes, des banques moldaves, jusqu'à arriver potentiellement sur le compte de Roldugin, le fameux violoncelliste des Panama Papers. Il est l'ami d'enfance de Poutine et son prête-nom. La morale de l'affaire Magnitsky est que si vous avez quelque chose que les autorités veulent voler, ils vont la voler. Et plus cette chose a de valeur, plus ils mettront de moyens pour la voler. Et si vous faites quoi que ce soit pour leur barrer le chemin, alors rien ne les arrêtera. Ils iront jusqu'à vous tuer ou tuer vos employés, et en le faisant de la manière la plus sadique possible. Décidé à venger son avocat, William Browder attaque de front Vladimir Poutine. En décembre 2012, il parvient à faire adopter par les États-Unis le Magnitsky Act. Cette loi permet de geler à l'étranger les biens mal acquis des officiels russes. La loi Magnitsky ruine le business model de Poutine. Il a travaillé dur pendant 17 ans pour voler en commettant des crimes, et maintenant, avec l'argent bloqué à l'Ouest, cela n'en vaut plus le coup. Il est touché au cœur de ce qui est le plus important pour lui. Conséquence pour William Browder, il serait lui-même devenu l'ennemi numéro 1 du Kremlin. J'ai été menacé de mort et de kidnapping. De nombreuses enquêtes criminelles sont ouvertes contre moi en Russie. J'ai été condamné à 18 ans de prison par contumace. Les Russes veulent me tuer, mais ils veulent me tuer de telle sorte que cela n'ait pas de répercussions pour Vladimir Poutine et pour son régime. Donc ils doivent trouver une façon de me tuer qui ne ramène pas l'enquête vers eux. Et pour l'instant, ils n'ont pas trouvé. Ils y pensent, j'en suis sûr, ils en parlent, et moi, je dois les empêcher d'y arriver.
L'avocat de William Browder n'est pas le seul à être tombé dans ce combat contre la corruption. En 2006, prise depuis cet hôpital londonien, une photo fait le tour du monde. Des cheveux tombés par poignées, une peau jaunie, Alexandre Litvinenko, ancien agent des services secrets russes, se meurt, rongé de l'intérieur. Sa femme, Marina, convainc le personnel soignant et la police anglaise qu'il faut rechercher les causes de cette maladie soudaine et inexpliquée. Quand Alexandre est arrivé à l'hôpital et que j'ai dit qu'il fallait vérifier si ce n'était pas un empoisonnement, les médecins me regardaient comme une folle. Ils ne comprenaient pas comment un homme pouvait arriver à l'hôpital victime d'un empoisonnement radioactif et que des gens aient pu vouloir le tuer. L'ancien agent du FSB enquêtait sur les liens entre le Kremlin de Poutine, le crime organisé et le blanchiment d'argent en Europe. Il en aurait même informé Vladimir Poutine, signant ainsi son arrêt de mort. Alexandre était bien informé et ce n'était pas bon pour Poutine. Mon mari possédait des informations gênantes. Il allait partager ce qu'il savait. Il n'était pas prêt à se taire. Et ça, Poutine l'avait bien compris. Le 23 novembre 2006, après 3 semaines d'agonie, Alexandre Litvinenko meurt. Sa femme saisit la justice. Les conclusions de l'enquête sont formelles. Alexandre Litvinenko a été victime d'un meurtre empoisonné au polonium-210, un métal 400 fois plus radioactif que l'uranium et que seul un réacteur nucléaire peut produire. C'est du matériel radioactif qui a été utilisé et la quantité retrouvée est sans précédent. Cela veut dire que c'était un acte de terrorisme d'État. Qui a pu autoriser que du matériel radioactif soit transporté jusqu'à Londres et utilisé là? Qui a donné l'autorisation? C'est une partie importante de la question, savoir qui porte la responsabilité de cela et qui doit être puni. Pour Marina Litvinenko, l'identité des commanditaires ne fait aucun doute. Elle s'appuie sur l'enquête de Scotland Yard pour pointer du doigt Vladimir Poutine et le chef des services secrets, Nikolai Patrouchev. Dans l'enquête publique, quand on parle de Patrouchev ou de Poutine, il y a le terme « probablement ». C'est un terme juridique qui, en fait, dit que ce crime n'aurait pas pu arriver sans eux. Vladimir Poutine n'a jamais été accusé officiellement, mais l'enquête est remontée jusqu'à 2 anciens membres des services secrets russes qui vivent aujourd'hui tranquillement en Russie, protégés par le pouvoir. Comme si le crime était une arme ordinaire du système. L'État russe est devenu une structure de corruption. Et pour se défendre contre ceux qui critiquent ou qui voudraient révéler cette corruption, ils ont ce qu'il faut pour les faire taire. Malheureusement, c'est une réalité aujourd'hui. Au cours de notre enquête, nous avons ressenti à plusieurs reprises ce climat de menace. Comme cet appel d'un agent du FSB, les services secrets russes, tentant de nous dissuader de poursuivre nos investigations. Qu'est-ce que vous cherchez sur Poutine et Saint-Pétersbourg? Moi, je ne vois rien. Il n'y a pas de corruption. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses. Franchement, c'est une honte de la part d'une Russe, une telle saleté. Je ne comprends pas ce que vous voulez publier. Une autre personne a également pris contact avec nous. Il s'agit de l'homme de main d'un industriel lié au Kremlin sur lequel nous avons enquêté. Il insiste pour nous rencontrer. Équipé d'une caméra cachée, nous lui donnons rendez-vous en public dans un café du centre de Moscou. Bonjour. Bonjour, vous êtes... Enchanté. On va faire comme ça, hein. Je ne vous cite pas, vous ne me citez pas, et ça reste entre nous. Je ne suis personne. Vous me comprenez? Nous commençons à l'interroger sur son travail. Pourquoi ça vous intéresse? Je comprends pas. Parce que nous sommes journalistes.
Quel journaliste? Si vous étiez journaliste, vous écririez sur d'autres choses. Vous savez, ce que vous faites, c'est pas de l'enquête journalistique. J'aimerais bien savoir qui vous paie. Et d'où vous vient l'idée de cette enquête? Vous avez l'air si sympathique. L'homme se met alors à changer de ton. Il devient menaçant. Même si ce n'est pas toujours agréable, il y a des moments où il faut savoir discuter. Parce que vous savez, c'est comme dans les films. Quand il y a une situation délicate, on tue, puis on oublie celui qui a tué. Et ensuite, celui qui a tué est lui-même tué. Et tout ça finit dans des situations très compliquées. Depuis notre rencontre, l'homme ne nous a jamais recontactés. Accusations de corruption généralisée, de lien avec la mafia, d'assassinat. Combien de temps le système Poutine peut-il encore durer? Rendra-t-il un jour des comptes? Aujourd'hui, le secret de sa survie serait de garder le pouvoir. Il pense à sa propre survie, à la survie de ses amis au jour le jour. Il fait ce qui est nécessaire aujourd'hui pour survivre jusqu'au jour suivant. C'est la Russie à laquelle nous faisons face. Et c'est pour cela que c'est si difficile de comprendre ce qu'il s'y passe. Historiquement, je pense qu'il est déjà en train de prendre la sortie. La question est de savoir combien de temps il va encore garder le pouvoir. Beaucoup de personnes vont vouloir le poursuivre en justice. Poutine a très peur de ne plus être président de la Russie, car il sait que moi, tout comme de nombreuses autres victimes de ces crimes, allons vouloir le poursuivre pour ces crimes. Dans 10 jours, Vladimir Poutine sera certainement réélu au premier tour d'une élection jouée d'avance. Il gagnera 6 années supplémentaires de pouvoir absolu, synonyme d'immunité.